Regardez ces visages. Vous devez y reconnaître des sentiments. Ces tableaux ont été primés au concours d'expression des sentiments à l'École des Beaux-Arts. Les lauréats, plus tard, ont obtenu le prix de Rome et ont été les artistes célèbres de leur temps. Ce temps, le 19e, résonne du bruit des machines, du son des opéras, du flot de la parole. Il faut donc bien qu'Édouard Manet, au centre de ce tintamarre, nous donne à entendre le silence. Le voici photographié en dandy parisien, élégant, caustique, rieur. Sur une autre image, le visage est sombre. Une distance s'établit entre Manet et l'objectif de Nadar. Un instant d'absence, comme ceux que le peintre capture chez ses modèles. Manet n'a pour ainsi dire jamais quitté Paris. Il appartient à cette ville et en surveille tous les changements. Paris, en 1850, a un peu plus d'1 million d'habitants. En 1880, près de 2 300 000. En 1865, quand ces photos instantanées sont prises, la ville est encore un immense chantier dirigé par Haussmann. Elle est une œuvre qui se crée sous les yeux de ses habitants. Paris change, dit Baudelaire. Paris change, mais rien dans la mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, blocs, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Les percées d'avenues et de boulevards, les quartiers neufs construits autour des gares, comme le quartier de l'Europe, ne modifient pas seulement la géographie de la cité, mais aussi le comportement de ses habitants. La bourgeoisie s'installe dans ses murs et rejette les ouvriers dans les quartiers périphériques. À cette époque, un industriel est 20 000 fois plus riche qu'un ouvrier. Les Français, fiers de leur passé, qu'ils soient monarchiques ou révolutionnaires, ont donné leur confiance à un empereur qui hésite entre le pouvoir absolu et le socialisme. Le résultat fut désastreux. Paris est le théâtre de l'ambition de Napoléon III, et le théâtre de l'ambition de ceux qui prospèrent sous les ailes du pouvoir. Le lieu du luxe, dit George Sand, de la vanité, de la soif d'argent, du plaisir sans idéal, de l'ambition sans frein. Il y a aussi dans la société bourgeoise de ce Paris du Second Empire des intellectuels modernistes, républicains, conscients des enjeux de leur époque et qui ne renoncent pas pour autant à leur fortune et à leurs privilèges. Voici l'entourage de Manet au spectacle d'un concert invisible et que manifestement il n'écoute pas. Voici son monde, ses amis auprès de lui.
Zacharie Astruc, sculpteur et critique d'art. Fantin Latour, peintre. Baudelaire et le baron Taylor, collectionneur et spécialiste d'art espagnol. Madame Offenbach. Eugène Manet, son frère. Jacques Offenbach et les chaises. Et ce n'est pas convenable de montrer des objets vulgaires, du mobilier moderne, sur un tableau. Le public, à qui on a appris que la peinture existe pour exprimer des sentiments, sinon pour élever les âmes, regarde le concert aux Tuileries de Manet comme une insulte. La foi dans le progrès s'illustre à cette époque par l'importance des expositions universelles. Voici le palais circulaire construit pour l'exposition de 1867 par l'ingénieur Krantz et le jeune Gustave Eiffel. Il accueillit 52 000 exposants et reçut 7 millions de visiteurs. Les arts et l'industrie devaient s'y rencontrer. Le jury refusa l'étoile de Manet, qui organisa alors une exposition à ses frais et déclencha un nouveau scandale. Aujourd'hui, sur l'emplacement de l'exposition universelle, s'élève la Tour Eiffel, et dans la gare d'Orsay, métamorphosée en musée, vivent ensemble l'art officiel du XIXe siècle et les œuvres des artistes qui en furent les démolisseurs. Pour Manet, dans un sens, cette coexistence ne pose aucun problème, car jamais il ne se découragea d'imposer son art à ses contemporains. Par contre, le public d'aujourd'hui a sous les yeux la véritable distance qui séparait en son temps Manet de l'art académique. Car longtemps le succès des modernes, surtout celui des impressionnistes, a éclipsé l'importance de l'art officiel. Le musée d'Orsay est aujourd'hui le lieu de la réconciliation entre Thomas Couture et son élève Manet. Le célébrissime peintre des Romains de la décadence n'était d'ailleurs pas un décadent lorsqu'il conseillait à ses élèves d'être parisiens comme on était athéniens, d'avoir confiance en leurs forces et de ne pas se suicider dans le passé. Manet ne se suicide pas dans le passé, bien au contraire, il va y chercher ce qui le fait renaître en permanence. En prenant son sujet chez Giorgione et le transformant en pique-nique, l'élève Manet semble écouter le professeur Couture, mais en plus, et cela n'est pas recommandé, il transgresse le code du bon goût des années 1860. Il s'attaque de front aux règles les plus sacrées de la peinture de son temps, il lui impose le silence. Le déjeuner sur l'herbe ne parle pas. Aucune histoire, aucune anecdote, aucune géographie précise. 4 personnages peints par un 5e au bord d'une rivière. Aucune allégorie n'excuse la jeune femme nue d'être nue. Elle est un modèle qui, après la pause, remettra ses vêtements. Le spectateur est un intrus.
Il ne trouve sur la toile aucun prétexte pour excuser son voyeurisme. Manet, dans un tableau qui peut paraître une parodie, fait le deuil de la peinture ancienne. Dans cette période où jamais le corps de la femme ne fut autant recouvert, enveloppé dans les lingeries et les robes, les photos de nus féminins circulaient comme des objets obscènes. Cela nous permet d'apprécier la violence du scandale que déclencha alors au salon de 1865 l'Olympia. Voici comment un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de l'art, et exposé dans un des musées les plus visités au monde, a été apprécié par les critiques du salon de 1865. L'un y voit une odalisque au ventre jaune, ignoble modèle. Un autre, une sorte de gorille femelle. Un autre encore redoute que le tableau ne déclenche une sédition. Et Théophile Gautier, qui dans sa jeunesse avait tant combattu au nom du romantisme et à qui Baudelaire avait dédié les fleurs du mal, ne voit dans l'Olympia qu'un tableau mal peint et bassement provocateur. Le tableau est peut-être inspiré du Titien, il n'en montre pas moins une prostituée dont la passivité pourrait bien transformer le spectateur en client. Le seul sentiment apparent dans le tableau est celui de la colère d'un chat. Enfin, et cela ne se pardonne pas, Manet montre de face l'ennemi des bourgeois, une domestique, ici associée à la plénitude d'un bouquet de fleurs. L'Olympia souleva ce que Paul Valéry nommera une horreur sacrée. Émile Zola fut le seul à défendre cet artiste étrange, marginal malgré lui, qui cherchait à imposer son art dans le monde même de la peinture officielle, celui des salons, là où tous les ans, les critiques et le public font et défont les notoriétés. Regardez les murs du salon de 1861. Le premier salon où Manet expose. Il est un des 3146 artistes admis à montrer leurs œuvres sur les parois du Palais de l'Industrie. Près de 10 000 tableaux sont ainsi livrés à la voracité des yeux des bourgeois parisiens et des critiques. Pour éviter les contestations des artistes, l'accrochage suit l'ordre alphabétique, ce qui crée un curieux télescopage entre les toiles gigantesques qui célèbrent l'histoire contemporaine et les petits formats de scènes de genre ou de paysages, tandis qu'un flot de portraits, le mot est de Zola, menace d'envahir le salon. L'art du juste milieu. Ni romantique, car le public ne veut plus du romantisme qui peut conduire à des révolutions, ni réaliste, car il refuse que l'art montre le monde tel qu'il est. Le photographe Richebourg photographia le salon de 1861, mais malheureusement, son objectif n'enregistra pas au milieu de cette cacophonie picturale les deux toiles de Manet. Nous avons réparé cette maladresse et accroché le portrait de Monsieur et Madame Manet et le guitarero au milieu de cette accumulation photographique. Au salon de 1861, Manet séduit tous les partis. Le jury lui décerne une mention honorable pour son guitarero, nommé aussi chanteur espagnol. Et en cela, les juges ne sont pas très exigeants sur l'authenticité du costume et la justesse de la pose, celle d'un musicien gaucher qui joue un instrument accordé pour la main droite
et qui plaque un accord que seul un ignorant peut inventer. Mais le chanteur espagnol passionne d'autres visiteurs du salon, un groupe de jeunes artistes, Le Gros, Carolus Duran, Fantin Latour, qui à cette époque travaillent à inventer une peinture entre romantisme et réalisme. Manet reçoit leur visite. Ils en font le chef de leur école. Et c'est encore un paradoxe de voir Manet, qui ne fut jamais professeur, sans cesse sollicité de devenir un maître. Ce qui se voit dans le tableau de Fantin Latour peint bien plus tard, où Manet est à son chevalet, entouré de ses amis, qui sont aussi ses admirateurs. Otto Scholderer, Zacharias Struck, Renoir, Zola, Edmond Maître et Basile, Monet. Regardez Édouard Manet peindre comme un impressionniste un portrait de Claude Monet, l'inventeur de l'impressionnisme. Nous sommes pendant l'été 1874, Manet est à Gennevilliers, Monet et son voisin à Argenteuil, Renoir et Caillebotte leur rendent visite. Les tableaux de Manet, peints cet été-là, sont des défis amicaux aux jeunes peintres qui se sont baptisés indépendants et pour qui le critique Louis Leroy, en voulant les ridiculiser, vient d'inventer le mot impressionnisme. Manet a refusé d'exposer avec eux, à la fureur de Degas, qui lui a reproché sa vanité. Mais cependant, ils partagent leurs expériences et à sa façon jouent avec la lumière et la couleur. Faut-il affirmer pour cela que Manet est un impressionniste? L'expérience impressionniste, comme l'observation des maîtres anciens, ne le détourne pas de son idée fixe, montrer la vie telle qu'il la voit. Monsieur Manet, écrit Huysmans, n'a, Dieu merci, jamais connu les préjugés stupidement entretenus dans les écoles. Il peint en abrégeant la nature telle qu'elle est et telle qu'il la voit. Manet, qui engage un débat sur la peinture, qui se prolongera jusqu'à Picasso, n'a laissé aucun texte théorique, seulement une plaquette, éditée à compte d'auteur, dans laquelle il affirme « Monsieur Manet a reconnu le talent, là où il se trouve, et n'a prétendu ni renverser une ancienne peinture, ni en créer une nouvelle. Il a cherché simplement à être lui-même. » Le XIXe siècle crée l'individualisme qui peut être compris comme une exploitation à la lettre de la Déclaration des droits de l'homme. Manet est un républicain lié à son temps. Sa peinture sera une expression de son temps. Bien qu'il en déteste le terme, il est malgré lui peintre d'histoire. Promeneur des Batignolles jusqu'au boulevard des Italiens, il parcourt le Paris moderne et il transforme dans le silence de l'atelier les images de Paris saisies comme des instantanés. Ces tableaux du milieu des années 1870 sont devenus des illustrations de la vie parisienne de l'époque. Les cafés sont sous le Second Empire et la Troisième République le lieu de tous les rendez-vous. La société urbaine qui éclate invente en même temps ces lieux de rencontre. À la fin du siècle précédent, il y avait à Paris 900 cafés. En 1900, ils sont 20 fois plus nombreux. Le café réunit les solitudes et les artistes. Imaginez à la fin des années 1860, au café de la Nouvelle Athènes, place Pigalle, autour d'une même table, Monet, Nadar, Zola, Degas, Fantin Latour, Basile, Renoir, Cézanne, Sisley, Pissarro et Manet. De telles réunions
pourrait bien provoquer une révolution dans le monde décadent des arts plastiques. Manet dérange l'ordre public. Nana, dont le nom fut inspiré par Zola en 1877, déclencha un scandale tel qu'il fallut retirer le tableau de l'exposition chez Giroud, boulevard des Capucines, sur ordre de la police. C'est le portrait d'une splendide grue, une de celles que se partage l'élite parisienne, dont le principal privilège est de pouvoir ignorer la morale du temps, à condition que cela ne se sache pas. Manet et Zola trahissent leur monde, celui de la bourgeoisie, quand ils le peignent. Cet homme, figé dans son habit noir, est traité comme une part du décor, dont il est peut-être, d'ailleurs, le donateur. Manet choisit le parti des femmes, dans un temps où elles n'ont aucun droit, et donne à la cocotte, ce qu'il donne à tous ses portraits de femmes, un air de liberté. Victorine Meurant, 10 ans après avoir posé pour l'Olympia, cette fois habillée en dame, un livre sur les genoux, affirme encore cette liberté. Manet peint souvent des livres, ou plutôt des instants dans la lecture, ce qui fait songer au nécessaire silence de ces moments. Ici, le silence est contrarié par le vacarme de la gare Saint-Lazare. Derrière la grille du pont de l'Europe, la petite fille admire l'objet le plus moderne de l'époque, une locomotive. Si l'architecture du Palais des Études de l'École des Beaux-Arts est résolument moderne, l'école reste pour la peinture le temple de la tradition. Regardez une sélection des Grands Prix de Rome entre 1800 et 1863. Ingres obtient le sien en 1801, Achille recevant les ambassadeurs d'Agamemnon. Où se trouve l'émotion si ce n'est dans le talent de conteur de M. Ingres? Cette peinture demande aux spectateurs la complicité de ceux qui partagent un savoir. Flandrin, en 1832, gagne son prix sur le sujet de Thésée, reconnu par son père. Parfois, la mythologie antique laisse la place à des sujets religieux. Tout le monde peut alors déchiffrer l'épisode de Jésus dans le prétoire, dans lequel ont triomphé en 1845 Bénouville et Cabanel. En 1847, le neveu gagne sa notoriété avec La mort de Vitellius. Il y a beaucoup de talent dans cette peinture, qui s'expose un peu comme une exhibition d'athlètes surdoués. Mais pour l'apprécier, il faut savoir de quoi cette peinture parle. Malheureusement, ce siècle voit grandir l'ignorance de cette culture. Et en 1850, on s'interroge sur la nécessité de connaître l'histoire de zénobies trouvées par les bergers sur les bords de l'Arax, dont la mise en scène picturale valut à Baudry et à Bouguereau de recevoir leur prix, c'est-à-dire
d'accéder à la carrière, aux honneurs et à la fortune des artistes officiels. En 1851, Schifflard sera récompensé en déclamant un magnifique Périclès au lit de mort de son fils. Lefebvre obtiendra son prix en 1861 en racontant la mort de Priam. Cette séquence hollywoodienne pourrait se prolonger et nous montrer encore longtemps des images parfaites, mais qui d'une certaine façon ont perdu leur sens. Le visage de Berthe Morisot ne dit rien. Les autres personnages, qui sont aussi des amis du peintre, Antoine Guillemet, Fanny Claus et le jeune homme, semblent attendre d'être libérés de la longue pause que leur ordonne Manet. Ils sont des modèles, non des acteurs. Le tableau, peint en 1868, s'appelle Le Balcon, ce qui vaudra à Manet de se faire traiter de peintre en bâtiment par le critique du Figaro Albert Wolff. Regardez, il y a du Goya dans ce tableau, les Majas au balcon. Il y a de l'Espagne dans ce tableau, mais l'Espagne de Goya est celle des secrets échangés. Les personnages parlent entre eux. Le balcon de Goya est une représentation théâtrale. Le balcon de Manet est uniquement une représentation picturale. Mais il existe entre le lyrisme espagnol et la subtilité de Manet d'autres affinités. Paris, dans les années 1860, se distrait encore à la mode de l'Espagne qui s'était imposée après la publication du Carmen de Prosper Mérimée. C'est donc en parisien que Manet peint d'abord l'Espagne. Après le guitarrero, c'est la célèbre Lola de Valence qui s'absente de la scène du théâtre pour poser dans l'atelier du peintre. Victorine Meurant rejoint la troupe en costume d'espada et, si sa corrida n'est pas orthodoxe, elle n'exprime pas moins une Espagne romanesque et au goût du jour. Elle est suivie d'un jeune homme en costume de majot, tout aussi folklorique. Manet, dans son atelier, possédait une malle remplie de costumes de théâtre. Quelquefois, le même accessoire se retrouve dans des tableaux différents. Le chapeau du jeune homme est celui que portait l'un des personnages du Déjeuner sur l'herbe. Manet se rend à Madrid pendant l'été 1865. N'y reste que 15 jours pour saisir le papillotement de la foule qui assiste à une corrida et pour méditer devant les Velázquez du Prado. Le peintre des peintres, écrit-il à Fontaine-Latour. Après le voyage en Espagne, le seul tableau sur un thème espagnol, peint avec le combat de taureaux, est ce Matador saluant, où l'hommage à la bravoure du modèle s'unit à l'admiration pour le peintre des Ménines. Cet autoportrait de 1878 est un aveu bouleversant. Cette image de Manet par lui-même est son reflet dans un miroir. Après avoir retourné l'image et en lui superposant les Ménines, regardez.
Manet s'est peint en Velázquez. Le portrait d'Émile Zola, peint en 1868, était déjà en partie un autoportrait de Manet. Tous les éléments qui sur la toile entourent l'écrivain appartiennent au peintre. Le livre, dans les mains de Zola, qui ne le regarde pas, est un volume de l'histoire de tous les peintres, que Manet consulte souvent. Une Olympia miniaturisée regarde vers l'écrivain, peut-être pour le remercier d'avoir été le seul défenseur du peintre. Une reproduction des Borrachos est la marque de la vénération de Manet pour Velázquez. Enfin, la seule image coloriée dans cet angle du tableau est la reproduction d'une estampe de Utagawa Kunyaki II. Manet fut certainement un des premiers artistes parisiens touchés par les images venues du Japon. Regardez ces estampes japonaises. Celles-ci ont appartenu à Van Gogh et furent réunies dans cet album après la mort du peintre par le fils du docteur Gachet. Elles sont identiques à celles qui furent 20 ans auparavant révélées à Manet. Ce sont des tirages bon marché d'œuvres d'artistes de l'époque sans grande notoriété, à l'exception d'Oksai. Aux yeux des connaisseurs, un art mineur qui occulte la grande peinture japonaise du XVIIe siècle. Ces images sont néanmoins une découverte pour l'œil occidental. Les formes simples, les couleurs franches, les nouveaux cadrages de la réalité incitent les artistes à s'engager dans de nouvelles expériences. Émile Zola. On a dit par moquerie que les toiles d'Édouard Manet rappelaient les gravures d'Épinal. Et il y a beaucoup de vrai dans cette moquerie, qui est un éloge. Il serait beaucoup plus intéressant de comparer cette peinture simplifiée avec les gravures japonaises qui lui ressemblent par leur élégance étrange et leurs taches magnifiques. Manet, fondateur de l'art moderne, s'appuie sur le déjà peint d'un peintre aristocratique, Velázquez, et sur le déjà vu d'images reproduites en multiples, d'origine populaire et exotique, les estampes japonaises. Le fifre est le portrait de cette double expérience. Il y a d'autres expériences décisives dans la vie de Manet. Dans sa jeunesse, par exemple, lorsqu'il répond au désir de sa famille et s'engage à devenir officier de marine marchande. Il nous reste de cette aventure les lettres qu'il écrivit à 16 ans au cours d'un voyage à Rio de Janeiro, embarqué comme élève sur un bateau-école. « Je regrette que tu n'aies pas vu notre navire. Il est charmant, c'est l'un des plus jolis et des plus fins du port du Havre. Et les officiers, quoique sévères, sont très bons enfants. Nous avons du reste à nous bien conduire, car nous sommes soumis au même régime pénitentiaire que les matelots. Ceux qui feraient quelques bêtises seraient mis au fer. On y regarde à 2 fois, tu peux le croire. Adieu, encore une fois, ton fils respectueux, Édouard Manet. » Février 1849. On n'a pas pu trouver de maître de dessin à Rio. Le commandant m'a pris de donner des leçons à mes camarades. Me voici donc érigé en maître de dessin. Il faut te dire que pendant la traversée, je m'étais fait une réputation, que tous les officiers et les professeurs m'ont demandé leur caricature, et que le commandant même m'a demandé la sienne pour ses étrennes.
la mer s'empare des 3/4 de la toile dans le combat du Kearsarge et de l'Alabama. Manet, en 1864, n'a pas oublié l'expérience visuelle de sa navigation. Il faut avoir vécu sur le pont d'un navire pour donner une telle réalité à l'océan. À son retour de Rio, Manet est collé au concours d'officier de marine. Et ce fils d'un magistrat important, chef du personnel au ministère de la Justice, élevé dans l'austérité et le sérieux de la bourgeoisie du temps de Louis-Philippe, choisit la vie d'artiste. Il ne console pas son entourage par une carrière officielle. Son apprentissage, qui dure 6 ans chez Thomas Couture, ne le conduira jamais à la fortune des artistes reconnus. L'indépendance de Manet, son individualisme, lui furent facilités par l'aisance de sa famille. Manet, jusqu'aux dernières années de sa vie, ne vécut pas seulement de la vente de ses tableaux. Un an après la mort de son père, Manet épouse en 1863 Suzanne Lenhoff, une jeune fille qui avait été engagée par ses parents pour donner des leçons de piano à ses jeunes frères. Suzanne Manet est connue pour son talent de pianiste, elle joue Schumann et Wagner. Chabrier lui dédicace un impromptu. Elle est une interprète d'avant-garde. Manet donne au portrait de sa femme un air anodin, comme si jamais il ne voulut qu'elle fût offensée par la représentation qu'il en donnait. Comme dans ce portrait de famille sur la plage en compagnie d'Eugène Manet. Il découpa un jour un tableau que son ami Degas lui avait donné, parce qu'il n'y aimait pas l'image de sa femme. La brouille fut terrible. Parfois des secrets s'échappent de la peinture. Ce tableau, peint en 2 fois, transforme une mère et son fils en frères et sœurs. Léon Coella, adulte, a été rajouté par le peintre auprès de Suzanne Manet, beaucoup plus jeune. Il y a peu de doute que Manet ait été le père de cet enfant, né avant le mariage et présenté à la société comme le jeune frère orphelin de Suzanne Manet. Léon Coella, jusqu'à la fin de ses jours, appela Manet son parrain. Le voici jeune homme dans un des tableaux les plus énigmatiques de Manet. Le déjeuner est achevé. Léon Coella, endimanché, s'apprête à sortir. Une servante apporte le café. Un invité savoure son cigare. Manet arrête le temps, saisit le décor et les personnages et projette le tout dans une nouvelle dimension. Avant l'invention du cinématographe, il invente l'arrêt sur image et cela rend impossible toute narration sentimentale de la scène. Le silence. Le jeune homme est scrupuleusement détaillé, sans complaisance, comme si le peintre s'était résigné à son indolence. On est loin de la fierté qu'il montrait quand il l'avait peint enfant, dans la posture d'un infant de Velázquez, armé de l'épée d'un adulte. Doit-on y voir la fierté du père ou la fierté du peintre qui s'anoblit lui-même des pinceaux de Velázquez?
le courage de Manet est vaincu par la maladie, qui l'emporte le 30 avril 1883, à l'âge de 51 ans. Sur une tombe sans signe religieux, son nom est réuni à celui de sa grande amie Berthe Morisot, qui épousa son frère Eugène. Cette femme a été touchée par la grâce de la peinture. Le modèle inoubliable de Manet a été aussi un grand peintre. Les portraits de Berthe Morisot viennent ici s'opposer au destin malheureux de Victorine Meurant, celle qui fut l'Olympia. Victorine, la jeune fille au perroquet, voulut elle aussi devenir peintre. Elle réussit même à exposer au salon de 1876, où d'ailleurs Manet fut refusé. La fin de sa vie fut malheureuse. L'alcoolisme et le mélodrame cruel d'une vie de bohème qui finit mal. En voici deux portraits dans les dernières années de sa vie, peints par Norbert Goeneut, qui fut un grand admirateur de Manet. Manet rompt le silence sur le sujet de la mort. Regardez ce bouquet de pivoine. Il est le récit de la mort d'une fleur. En bouton, elle parle de la jeunesse. Dans son épanouissement, elle parle de l'âge adulte. Elle perd la vie quand ses pétales tombent. Manet parle ici sans détour le même langage que les peintres de vanité du XVIIe siècle flamand. Ainsi, la mort ne peut être prétexte à d'autres déclarations que l'horreur qu'elle inspire. L'anecdote n'est pas tolérée, y compris dans les titres des tableaux. Manet recadre le torero mort en le découpant dans un grand tableau d'une scène de corrida et lui donne comme nouveau nom l'homme mort. Encore une image exceptionnelle de Manet, dictée par la mort. Un paysage de Paris sous un ciel d'orage et un convoi funèbre conduisant Baudelaire au cimetière Montparnasse. La peinture du fait réel, sinistre, ne contient rien d'autre, aucune distraction sentimentale. C'est la ville elle-même qui porte le deuil du poète. La mort enfin, en photographie instantanée, une synthèse entre un tableau de Goya et une image qui déchira l'actualité de 1867, l'exécution de Maximilien. Manet est ici peintre de l'histoire contemporaine, mais aussi son juge. Il dit son dégoût pour la politique absurde de Napoléon III, qui avait placé sur un trône d'opérette au Mexique un empereur qui s'est très vite fait détester par le peuple. Après 6 ans de pouvoir, une révolution aidée par les États-Unis le renverse et le fusille. La censure interdit l'exposition du tableau. Le Second Empire finit lui aussi dans la tragédie. Le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, qui fédère autour de sa puissance les États allemands. Les armées françaises sont battues et l'empereur est fait prisonnier. La République est proclamée le 4 septembre. Un parlement élu, provincial et conservateur, accepte les conditions du vainqueur et signe l'armistice le 28 janvier 1871. La souffrance de Paris pendant le siège de l'armée prussienne est intolérable.
Lettre de Manet le 19 novembre. Nous commençons à souffrir ici. On fait ses délices du cheval, l'âne est hors de prix, il y a des boucheries de chiens, de chats, de rats. Et Paris refuse la capitulation. Le peuple de Paris se donne un gouvernement, lui aussi élu, la Commune. La guerre contre la Prusse se change en guerre civile. Les troupes de M. Thiers, les Versaillais, aidés par Bismarck, entrent dans Paris le 21 mai. Rue après rue, la capitale est reprise. L'ordre bourgeois, en tuant 30 000 Parisiens, reprend le pouvoir sur les ruines de l'Empire. Manet, qui était resté dans la ville pendant le siège de Paris et s'était engagé dans la garde nationale, quitte la capitale quand l'armistice est signé. Il revient après la semaine sanglante. L'hôtel de ville où siégea la Commune un peu plus de 2 mois et le palais des Tuileries, dernier domicile de la royauté et de l'Empire, sont en ruine. La première tâche de la Troisième République sera de les reconstruire ou d'en effacer les traces. L'Opéra de Paris, commandé en 1860 par l'empereur Napoléon III, est inauguré en 1875 par le président de la République, MacMahon. La continuité dans le changement. Le palais est le triomphe de toutes les ambitions artistiques de l'époque. Le lieu où se réunissent tous les arts aimés de la bourgeoisie, un temple éclectique, bruyant, où l'on se montre autant que l'on voit. C'est aussi le lieu où se ressent le mieux l'extraordinaire originalité de Manet. Sa solitude face à l'art officiel, face à un Paul Baudry, son contemporain qui, pendant 15 ans, prépare les décors du grand foyer que lui a commandé Charles Garnier. Ici, on est bien loin des tourmentes politiques et des inventions des artistes modernes. Baudry incarne le pouvoir obtenu par le mérite, le prix de Rome, les commandes officielles. Sa carrière est exactement à l'opposé de celle de Manet. Il est provincial, fils d'un savetier, et gagne sa situation par le savoir-faire et beaucoup de travail. Manet est parisien, fils de bourgeois, et cherche sans concession à faire admettre sa vision personnelle. Il peint le portrait de Stéphane Mallarmé.
Face à ces deux peintres, le dilemme proposé par Fromentin prend toute sa vérité. Est-ce que les artistes doivent éduquer le goût du public ou est-ce le goût du public qui doit commander le travail des artistes ? La prise de pouvoir des artistes sur le goût du public signifie la naissance de l'art moderne. Cette prise de pouvoir n'est pas tolérée par une classe qui revendique tous les pouvoirs. On ne répond même pas à la lettre de Manet, dans laquelle il propose de grands tableaux de scènes parisiennes pour décorer le nouvel hôtel de ville. Au milieu des bavardages, Manet peint simplement les êtres et les choses de sa vie. Avec la même amitié, il peint un petit bouquet de fleurs du jardin et les femmes dont il raffole. Mais ces portraits sont empreints d'une étrange gravité, comme s'ils savaient capturer sur le visage les instants d'inattention où l'esprit est ailleurs. Dans le miroir, derrière la serveuse du bar des Folies Bergères, Manet, dans son dernier chef-d'œuvre, peint l'image renversée d'une fête parisienne, son évanouissement, le silence. Peindre non la chose, mais l'effet qu'elle produit. Mallarmé.